Mon ex infidèle m'a envoyé un texto, on a juste besoin que tu sois là à notre mariage pour tourner la page. 3 ans après l'avoir surprise au lit avec mon meilleur ami, j'ai répondu, non merci et j'ai repris le cours de ma vie, jusqu'à ce que des amis communs commencent à me demander pourquoi mon absence les terrorisait autant. Ça va paraître mesquin, mais j'ai besoin de savoir si je suis raisonnable parce que tout le monde me dit de passer à autre chose et honnêtement, je commence à douter de ma santé mentale. Je m'appelle Thomas, 32 ans, je suis chef de projet dans une PME du bâtiment ici à Lyon. Il y a 3 ans, ma vie a implosé de la manière la plus cliché possible, je suis rentré plus tôt et j'ai surpris ma copine de 2 ans, Chloé, et mon meilleur ami depuis le lycée, Lucas, en pleine action dans le salon de Lucas. Ce n'était pas une erreur de soirée trop arrosée, ni une aventure émotionnelle qui a dérapé, mais une relation complète qui durait apparemment depuis des mois dans mon dos. Les détails importent peu, ce qui compte, c'est que j'ai perdu 2 des personnes les plus importantes de ma vie en l'espace de 30 secondes, la fille que je pensais épouser et l'ami que j'avais défendu dans d'innombrables embrouilles, aidé à déménager 4 fois et appelé quand mon père est mort. J'ai géré ça comme je gère tout, comme un chantier de construction, éliminer les matériaux endommagés, évaluer ce qui est récupérable, reconstruire sur des fondations solides. J'ai bloqué leurs numéros, je les ai supprimés de tous les réseaux, j'ai emballé les affaires de Chloé pour les déposer sur le palier de sa sœur, et j'ai déménagé dans un autre quartier, à Villeurbanne, pour ne pas risquer de les croiser au supermarché. Pendant 3 ans, je me suis tenu à ce plan, j'ai construit une nouvelle vie, j'ai été promu 2 fois, j'ai acheté une maison dans l'ouest lyonnais et j'ai recommencé à voir des femmes quand je me suis senti prêt. Le silence radio n'était pas pour faire du drame, c'était pour protéger les fondations que j'essayais de reconstruire. Certaines relations ne peuvent pas être réparées et je n'avais aucune envie d'essayer, ce qui m'amène à mardi dernier. Chloé m'a envoyé un texto, j'avais bloqué ses appels il y a des années mais laissé les SMS ouverts en cas d'urgence vitale. Le message était long, trop long, mais l'idée générale était qu'elle et Lucas se marient dans 6 semaines et qu'ils veulent que je sois là, pas juste invité, mais présent pour clore le chapitre et guérir les vieilles blessures afin que nous puissions tous avancer en tant qu'adultes. J'ai fixé ce texte pendant 10 minutes en essayant de comprendre dans quel univers vivent ces gens où la personne qu'ils ont trahi leur doit une absolution. Ma réponse a été simple, non merci, bonne chance, ça aurait dû s'arrêter là. Au lieu de ça, Chloé a envoyé un autre message, plus long cette fois, sur la façon dont ils ont grandi et à quel point mon pardon est important pour eux, qu'ils savent que ce qu'ils ont fait était mal mais qu'ils ont construit quelque chose de beau ensemble et qu'ils veulent que je participe à sa célébration. L'audace de cette déclaration me sidère encore, ils veulent que je célèbre la relation qui a commencé par des mensonges en pleine face pendant des mois, ils veulent que je les regarde se promettre fidélité alors que toute leur fondation est bâtie sur l'infidélité. Je n'ai pas répondu au deuxième message mais apparemment le silence n'est pas une réponse acceptable car maintenant des amis communs s'en mêlent. Mon pote Nico m'a appelé hier pour me dire que Chloé l'avait contacté pour savoir si j'allais bien, s'il y avait autre chose qui me faisait garder cette colère si longtemps. Nico, à son honneur, lui a dit de me laisser tranquille, mais il m'a aussi demandé si je ne devrais pas envisager d'y aller juste pour mettre un point final à tout ça. Voici ce que les gens ne comprennent pas, je ne retiens aucune colère, j'ai lâché la colère il y a 3 ans quand j'ai décidé de construire une vie qui n'inclut pas les gens qui me mentent et trahissent ma confiance. Ce n'est pas une punition ou une vengeance, c'est une question de conséquence, quand tu détruis la vie de quelqu'un pour ton propre bonheur, l'une des conséquences est que cette personne ne veuille plus de toi dans sa vie. Quand tu choisis de privilégier tes désirs sur la loyauté et l'honnêteté, l'une des conséquences est que la personne que tu as blessée ne soit pas intéressée à t'aider à te sentir mieux dans tes choix. Je ne suis pas en colère contre Chloé et Lucas, je leur suis indifférent, mais l'indifférence n'est apparemment pas suffisante, ils ont besoin de ma participation active pour absoudre leur culpabilité. Le mariage a lieu dans un domaine huppé du Beaujolais, j'ai vérifié en ligne, 150 invités, photographes pro, la totale. Ils n'ont pas de soucis d'argent, tous 2 ont de bons jobs, ce n'est pas un petit rassemblement intime où ma présence ou mon absence compterait logiquement, alors pourquoi ont-ils tellement besoin de moi au point d'enrôler des amis communs pour me mettre la pression? Je pense savoir pourquoi et ça me conforte plus que jamais dans l'idée de rester loin. Mise à jour 1, ça fait 2 semaines depuis mon post original et les choses sont devenues plus bizarres. Je pensais que dire non suffirait, mais apparemment Chloé et Lucas ont fait de ma présence une sorte de mission. Le week-end dernier, 3 amis différents m'ont contacté à propos de ce mariage,
pas des gens à qui je parle régulièrement mais des gars de notre ancien groupe que je vois peut-être 2 fois par an à des apéros. Tous avec le même message, Chloé et Lucas sont vraiment désolés, ils veulent juste la paix et mon absence va gâcher l'ambiance et mettre tout le monde mal à l'aise. C'est cette dernière partie qui m'a fait tout comprendre, il ne s'agit pas de ma guérison, ni de tourner la page, ni de tout ce langage thérapeutique que Chloé utilise, il s'agit de se sentant gênés à leur propre mariage parce que les gens vont remarquer que je ne suis pas là et se demander pourquoi. J'ai commencé à poser des questions à ses amis communs, des trucs banals comme savoir comment vont Chloé et Lucas, s'ils semblent heureux, et voici ce que j'ai appris, leur relation a été chaotique, ils ont rompu 2 fois au cours des 3 dernières années, une fois pour 6 mois, une fois pour 2. Ils ne se sont fiancés qu'il y a 4 mois après avoir suivi une thérapie de couple parce que Chloé avait apparemment des doutes. Un de mes amis, Romain du boulot, a parfaitement résumé la situation, ils te veulent là parce que te voir heureux pour eux prouverait qu'ils ont fait le bon choix, ton absence confirme qu'ils ont tout foutu en l'air pour quelque chose qui ne fonctionne même pas. Ça m'a frappé de plein fouet parce que c'est exactement ça. Voici ce que je pense qu'il se passe vraiment, Chloé et Lucas savent que leur relation est bâtie sur des fondations fissurées. Chaque dispute, chaque moment difficile leur rappelle qu'ils ont commencé par trahir quelqu'un qui leur faisait confiance à tous les deux. Ils ne peuvent pas échapper au fait que leur histoire d'amour commence par une tromperie. M'avoir à leur mariage, souriant, les félicitant, jouant le rôle de l'ex gracieux qui a tourné la page leur permettrait de réécrire cette histoire, au lieu de « nous avons trahi Thomas et détruit notre groupe d'amis », ça devient « tout le monde est heureux et solidaire, même Thomas ». Mon absence, en revanche, est un rappel permanent que leur relation a fait des victimes collatérales, chaque siège vide représente quelqu'un qui a été blessé en chemin. Plus j'y pense, plus je réalise que cela n'a rien à voir avec moi et tout à voir avec leur culpabilité. J'ai pris un café avec ma sœur Élise hier et je lui ai tout raconté. Élise est infirmière, très pragmatique, elle me dit généralement quand je suis déraisonnable. Son point de vue était intéressant, ils te demandent de faire le travail émotionnel à leur place, elle a dit qu'ils veulent que je gère leur culpabilité pour qu'ils puissent profiter de leur mariage sans affronter ce qu'ils ont fait, et ce n'est pas mon boulot. Elle a raison, je ne suis pas responsable de les faire se sentir mieux par rapport à leur choix. Mais c'est là que ça se complique, Élise pense aussi que je devrais envisager d'y aller, pas pour eux, mais pour moi. Son argument est que venir prouverait que je suis vraiment passé à autre chose, que je suis assez confiant dans ma propre vie pour que leur présence ne m'affecte pas. Si tu leur es vraiment indifférent, quel est le mal à passer quelques heures, a-t-elle demandé. Je n'ai pas pu répondre sur le moment mais j'y ai réfléchi et je pense avoir trouvé pourquoi l'idée me dérange tant. Ce n'est pas que je ne peux pas supporter d'être près d'eux, je pourrais probablement, c'est qu'assister à leur mariage serait participer à un mensonge. Ils me veulent là comme preuve que ce qu'ils ont fait n'était pas si grave, que les dégâts étaient minimes, que tout le monde est passé à autre chose. Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'ils ont fait était grave, les dégâts étaient importants, les gens n'ont pas juste tourné la page. J'ai dû reconstruire entièrement ma vie sociale et ma capacité à faire confiance, et même si tout a fini par s'arranger pour moi, c'est parce que je les ai sortis de ma vie, pas parce que je leur ai pardonné. Ma présence leur donnerait la permission de raconter une histoire sur leur couple qui efface le coup réel de ses débuts, et je ne ferai pas ça. Mise à jour 2, vous vous souvenez que je disais commencer à comprendre leur motivation? Il s'avère que je leur donnais trop de crédit, la vraie raison est pire que je ne le pensais. Cette semaine, j'ai découvert ce que Chloé raconte aux gens sur notre rupture et honnêtement, ça explique tout. Ma sœur Élise connaît la sœur de Chloé par le travail, elles sont toutes les deux infirmières et se sont retrouvées à la même conférence le week-end dernier. Élise ne comptait pas parler du mariage, mais la sœur de Chloé l'a mentionné en premier. Apparemment, Chloé raconte aux gens que je ne tenais pas vraiment à notre relation et que je suis passé à autre chose immédiatement, pour minimiser l'impact de ce qu'elle a fait. Selon sa version, j'étais déjà désinvesti, c'est pourquoi elle a trouvé du réconfort auprès de Lucas. Elle peint notre rupture comme mutuelle et sans drame. Le problème avec cette histoire, c'est que plusieurs personnes se souviennent de comment ça s'est vraiment passé, ils se souviennent de moi débarquant chez Lucas avec l'air d'avoir été percuté par un bus, ils se souviennent de ma disparition du groupe d'amis pendant 6 mois, ils se souviennent du fait très évident que j'étais dévasté. Donc l'histoire révisionniste de Chloé ne passe pas comme elle le voudrait, les gens savent qu'elle ment, ce qui la fait paraître pire, pas meilleure. C'est là que ça devient pathétique, les parents de Chloé et certains de ses vieux amis connaissent la vraie histoire.
M'avoir au mariage lui permettrait de me pointer du doigt et de dire, voyez, même Thomas nous soutient maintenant, il a tourné la page et il est heureux pour nous. Mon absence, par contre, est un rappel constant que leur relation a commencé par une trahison. Chaque personne qui demandera où est Thomas? Je croyais que vous étiez amis les forcera soit à mentir, soit à admettre que leur histoire d'amour a des chapitres très moches. La conversation d'Élise avec la sœur de Chloé a révélé autre chose. Chloé est sincèrement angoissée par le mariage, pas le trac normal de la mariée, mais une véritable anxiété sur le fait que les gens vont les juger, que le jour sera maudit, que leur couple ne survivra pas au scrutin social. Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut juste que tout le monde soit heureux. Je pense qu'elle a peur que les gens pensent à la façon dont tout a commencé au lieu de se concentrer sur là où ils en sont maintenant. Eh bien oui, c'est ce qui arrive quand on construit sur des mensonges. Lucas, de son côté, a contacté certains de nos potes communs avec une approche différente, jouant la carte de la fraternité masculine, ironique venant de celui qui a brisé cette règle en premier. Mon ami Romain m'a dit que Lucas l'avait appelé pour lui demander de me raisonner. L'argument de Lucas était que notre amitié était plus importante qu'une fille et que je laissais ma fierté empêcher de réparer quelque chose de significatif. Le culot de ce mec. Il a détruit nos 14 ans d'amitié pour une fille et maintenant il veut que je priorise cette même amitié sur mes propres limites parce que ça l'arrange. La réponse de Romain était parfaite, tu as fait ton choix il y a 3 ans, Thomas fait le sien maintenant, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais ce qui m'a vraiment décidé, c'est d'apprendre que Chloé dit aux gens que si je ne viens pas, ça prouvera que je suis encore accroché à elle. La manipulation est époustouflante, soit je viens valider ses choix, soit je ne viens pas et elle dit que je suis encore amoureux d'elle. C'est là que j'ai réalisé que ce n'est pas une question de tourner la page, c'est une question de contrôle. Elle veut contrôler le récit et elle a besoin de ma participation. Eh bien, voici le truc avec les chantiers, parfois il faut laisser un bâtiment s'effondrer au lieu d'essayer d'étayer quelque chose qui a été mal construit dès le départ. Je ne vais pas les aider à se sentir mieux, je ne vais pas valider leur relation, et je ne laisserai certainement pas Chloé utiliser mon absence comme preuve que je l'aime encore. J'ai prévu quelque chose de mieux. Mise à jour finale, le mariage était samedi dernier. Je n'y suis pas allé évidemment, mais je ne suis pas resté chez moi à me morfondre. Samedi matin, 2 heures avant leur cérémonie, j'ai envoyé un SMS groupé à Chloé, Lucas et tout leur cortège d'honneur. Le message était simple, je passe un super samedi. Merci pour ce rappel de ce à quoi ressemble la vraie loyauté. Amusez-vous bien à expliquer mon absence à vos invités. Thomas. J'ai joint une photo de moi dans ma brasserie préférée avec Romain et 2 autres amis, en train de clairement passer un bon moment. Je savais exactement ce que ce message ferait. En 1 heure, j'ai reçu des textos de 3 membres du cortège demandant ce qui s'était passé. Ça a forcé Chloé et Lucas à passer leur matinée de mariage à répondre à des questions sur mon absence et mon message critique au lieu de se préparer. Ils ont dû gérer leurs témoins et demoiselles d'honneur posant soudainement des questions gênantes sur l'histoire qu'ils essayaient de masquer. Romain, qui connaît certains invités par le boulot, m'a dit que l'ambiance des préparatifs était super tendue. Apparemment, Chloé a fondu en larmes, pas de joie, mais de stress. Mission accomplie. Des amis communs présents m'ont dit que le mariage avait une énergie bizarre. Les gens demandaient où j'étais, surtout les plus âgés qui se souvenaient de Lucas et moi comme inséparables. Les proches de Chloé demandaient à sa mère pourquoi je n'étais pas là, forçant des explications foireuses. La réception était pire. Pendant le discours du témoin, le frère de Lucas a fait un commentaire sur les amis qui ont toujours été là, et plusieurs personnes ont regardé autour d'elle, confuses, car je n'étais évidemment pas là. Chloé a encore craqué pendant la soirée quand quelqu'un à sa table a mentionné qu'il pensait que je devais venir. Elle a dû s'isoler aux toilettes et Lucas a dû la suivre, quittant leur propre fête pour gérer son anxiété. J'ai appris par Élise que la sœur de Chloé a passé une partie de la soirée à expliquer aux gens que Chloé et Lucas s'étaient éloignés de certains vieux amis. Même à leur propre mariage, ils ne pouvaient pas dire la vérité. Le meilleur, c'est que 3 personnes présentes m'ont contacté après coup, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, disant qu'ils comprenaient enfin pourquoi j'avais coupé les ponts et qu'ils respectaient mon choix. Un type m'a dit qu'il avait perdu le respect pour Lucas il y a des années mais n'avait rien dit. Mon absence stratégique leur a donné la permission de reconnaître ce qu'ils pensaient tout bas. 6 mois plus tard,
Je peux dire que les choses se sont passées exactement comme prévu. Le mariage de Chloé et Lucas a mal démarré car il a mis en lumière leur culpabilité au lieu de célébrer leur amour. J'ai entendu par Élise qu'ils ont eu une énorme dispute pendant leur lune de miel parce que Chloé était encore bouleversée par le déroulement du mariage. Elle reprochait à Lucas de ne pas avoir mieux géré la situation avec moi, et lui reprochait d'en avoir fait toute une histoire. Ils avaient tous les deux raison. Ils ont créé une situation où leur mariage a été éclipsé par le fantôme de leur trahison. Romain m'a dit que Lucas l'avait contacté quelques mois après le mariage pour savoir si je serais ouvert à crever l'abcès de maintenant qu'ils sont mariés. Romain a répondu, Thomas a été clair il y a 3 ans. C'est vous qui compliquez tout. Je n'ai jamais répondu et je ne le ferai pas. Pas par colère, mais parce que je me fous royalement de leur mariage ou de leur culpabilité. Ils ont fait leur choix, j'ai fait les miens. Le mois dernier, j'ai été promu directeur de projet senior, j'ai acheté une plus grande maison et j'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui comprend la différence entre la loyauté et la commodité. Le cabinet d'assurance de Lucas l'a licencié il y a 2 semaines. Coupe budgétaire. Élise a entendu dire qu'ils avaient des problèmes conjugaux parce que Chloé blâme leur stress financier sur des problèmes non résolus du passé et qui affectent le travail de Lucas. Je ne célèbre pas leur galère, mais je dirais ceci, quand on construit sur des fondations de trahison et de mensonges, ne soyez pas surpris quand des problèmes structurels apparaissent. On ne rénove pas des défauts de caractère avec une cérémonie de mariage. Le message final que je leur ai envoyé était 6 mois après leur mariage, quand la nouvelle de ma promotion a circulé, j'ai entendu dire que votre première année était rude. Construire du neuf sur des fondations fissurées ne marche jamais. J'espère que vous l'avez compris. Ne me recontactez plus. J'ai bloqué leur numéro après ça. Pas par colère, mais parce que certains chapitres doivent rester fermés.